Alors j'ai le plaisir de- d'avoir cette fin d'après-midi, cette soirée, Georges Serra, que j'ai rencontré sur la base aérienne de Nancy-Hochet. Donc on se connaît depuis 1972 à peu près. Et donc c'est un grand plaisir de te voir ici. Et puis François Raymondon aussi, que j'ai côtoyé sur l'aéroport quand, je prévoyais le temps qu'il allait pas faire. C'est ça. Voilà, donc tous les deux ont accepté de venir nous parler d'aviation. Alors, c'est un domaine qu'on croit connaître, l'aviation. En fait, il est très vaste et vous allez, je suis sûr, découvrir des tas et des tas de choses. Même sur le plan bibliographique, on en avait parlé ensemble, vous aviez l'air surpris et la bibliographie d'Alexandra, vous allez voir tout à l'heure, est conséquente et elle a été obligée d'éliminer beaucoup de choses qu'elle aurait aimé nous proposer. Donc je vous rappelle la formule de nos cafés Sciences et Philo. Donc chacun va nous parler de lui, de ce qu'il a envie de nous dire sur le sujet pendant un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure étant la limite absolue. Après, c'est échange dans la salle, et vous leur poserez toutes les questions que vous aurez envie de leur poser. Vers 8h25, 8h30, 20h30, on arrête. On a une bibliographie sur le sujet par Alexandra, la co-directrice de la librairie de Paris, et par un petit humoristique par Jacques. Et puis après cette récréation, nous repartons sur des questions et à 21h30 on arrête parce qu'il faut bien faire autre chose après et aller se coucher ou faire autre chose. Ça c'est à vous de voir. Alors je vais laisser la parole à nos intervenants. Vous avez nos partenaires ici, je n'oublie pas de les citer, hein. La librairie de Paris bien sûr, l'AFIS dont nous faisons partie, l'Association française pour l'information scientifique, l'ABEX Université de Lyon. Voilà, vous avez la parole. Qui commence de vous deux? C'est Georges. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler, avec le micro, de la formation du pilote militaire, de son travail et après de sa reconversion, parce que là, en général, la carrière du pilote militaire est assez courte. Donc, je vous parlerai après de la reconversion. Tout de suite, le recrutement. Le recrutement, ce sont des tests sportifs. On mise sur l'endurance, il y a des visites médicales, bien sûr. Et ensuite, tests psychotechniques. Actuellement, on insiste beaucoup sur l'anglais. Et on a aussi des... j'ai oublié et je ne l'ai pas marqué, donc je passe à... Non, pardon, ce sont des entretiens. Dans l'armée de l'air, il y a beaucoup d'entretiens. On cherche surtout à trouver la motivation de la personne qui veut faire ce métier. 2 portes d'entrée pour l'armée de l'air, l'école de l'air, Salon de Provence, Mathsup, Mathsp, un concours, et là vous êtes engagé pour être officier de carrière. Sans ça, vous pouvez rentrer sur titre avec le bac. Si vous rentrez sur titre, c'est un engagement minimum de 10 ans. Je ne sais pas si ça intéresse. Un engagement minimum de 10 ans qui est renouvelable jusqu'à une fin. C'est une carrière courte qui va à 20 ans maximum. Et après, donc, on rentre en école de pilotage. Formation théorique au début, météo, aérodynamique, réglementation, moteur avion, étude des cartes aéronautiques. Et peu de temps après, on attaque le pilotage. Le pilotage, j'ai oublié une chose, actuellement à l'école de l'air, avec la partie théorique, fait passer le brevet théorique du pilote de ligne. C'est une bonne chose pour la reconversion, la partie théorique, c'est fait. Et quand on commence la formation initiale sur avion, moi à l'époque je l'avais commencé sur T6, c'est un avion de 600 chevaux avec un moteur en étoile. Actuellement c'est un Cirrus, j'ai oublié le numéro. Ouais, exactement. Qui fait 300... Georges, pense que tu n'es pas dans l'avion et que le micro ne va pas suivre ta bouche, donc garde-le bien toujours comme ça devant toi, ça évitera les sautes de... D'accord. Donc la différence entre ces deux avions, un avion on avait un parachute sous les fesses, et dans le Cirrus c'est un avion qui a un parachute fusée. Donc j'ai vu sur internet un accident d'avion où l'avion descendait pendu au bout de son parachute avec les 2 gars dedans. L'avantage, beaucoup plus économique cet avion, au point de vue consommation. Pendant toute cette formation, vous pouvez être viré.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas des notes suffisantes à la partie théorique, bon, vous ne continuez pas. Et sur la partie vol, effectivement, il y a des paliers. Chaque fois, vous pouvez être interrompu. Un petit exemple, au bout de 20 heures, vous devez être lâché sur l'avion, vous ne l'êtes pas. 21 heures, vous ne l'êtes pas. 22 heures, c'est fini. Vous ne continuez pas. Mais encore une fois, l'armée de l'air tient beaucoup compte de la motivation du gars qu'elle a recruté. Quand on a fini cette partie, formation complémentaire, à l'époque, Fouga Magistère. Fouga Magistère, tout le monde le connaît, c'était l'avion de la patrouille de France il y a quelques années. C'était un biréacteur, toujours pas de siège éjectable. Ouais, j'espère que ça suit. Ouais. Toujours pas de siège éjectable. Actuellement, ça se fait sur Grob 120, c'est un avion allemand qui fait 260 chevaux et il a un train rentrant, ce qui lui donne des performances supérieures à ce qu'avait l'avion de début, le Cirrus. Notamment, il marche à 420 km/h et il a un plafond de 5500 mètres. Là, on travaille vol en formation, c'est le propre du pilote militaire, la voltige, le vol sans visibilité. Ça, c'est l'avion suivant, hein, j'en parlerai tout de suite après. Ouais. À l'issue de cette formation complémentaire, il y a une sélection. Les gens, en fonction des besoins de l'armée de l'air et de leur classement, partent chasse ou transport. Après, du perfectionnement encore. À l'époque, on faisait du T-33, c'était un avion que nous avaient refilé les Américains. Alors T, dans les avions américains, c'est pour training, entraînement, et quand on parle de F quelque chose, c'est pour fighter, avion de chasse. Donc ce fameux T-33, premier avion avec siège éjectable, enfin pour nous, il montait à 12 000 mètres, 2 tonnes 4 de poussée, 6 tonnes 9. En quelques mots, la poussée, vous avez un avion qui pousse 10 tonnes, il pèse 10 tonnes, grosso modo, il peut monter à la verticale. Il pèse 10 tonnes, la poussée est de 5 tonnes, à peu près 45 degrés. C'est pour donner une idée de ce qu'est la poussée sur un avion. Et juste avant le brevet, on faisait du Mystère 4. Le Mystère 4, c'est le premier avion supersonique français fait par Dassault. Il avait une particularité, il n'y avait pas de simulateur, il n'y avait pas de biplace. Quand on faisait le premier vol, on était tout petit peu inquiet, pas tranquille. Et le vol supersonique se faisait au-dessus de la mer, parce que c'était un supersonique en piqué. En piqué, un avion supersonique qui passe le bang fait beaucoup de bruit. Pour ne pas déranger les gens, on allait le passer au-dessus de la mer. Après, brevet pilote de chasse. Et actuellement, ça se fait sur Pilatus. Vous l'avez vu passer en bleu tout à l'heure, le Pilatus. Il a un siège éjectable, c'est un turboprop qui fait 680 km/h et qui monte jusqu'à 7 km 500. Alors, je ne vous ai encore pas parlé de l'accélération sur ces avions, mais cet avion-là, ça c'est le Mystère 4. Okay. Donc, tous les appareils militaires peuvent supporter une accélération assez forte. Notamment ce Pilatus-là peut supporter jusqu'à 8 G. Un ordre d'idée, à 6 G, vous fermez les yeux. Enfin, vous ne voyez pas grand-chose. Et par contre, sur les avions militaires, il y a une combinaison anti-G qui vous permet de supporter un peu plus que la moyenne. Ça vous compresse les jambes sous les accélérations et le bas-ventre. Ça évite que le sang parte directement en bas, tout en bas. Il ne faut pas se tromper. Et donc, grâce à cet anti-G, on pouvait aller un peu plus loin et une fois entraîné, on peut supporter ça un peu plus facilement. Si vous faites de l'aéroclub, si vous allez voler en aéroclub, demandez au gars de vous faire un virage à 60 degrés d'inclinaison, ça fait 2 G, vous pesez 2 fois votre poids. Donc ensuite, les gens actuellement continuent sur AlphaJet. AlphaJet, tout le monde connaît, c'est l'avion de la patrouille de France actuelle. Lui, il monte à 900, près de 1000 km/h et il a un plafond de 15 km. Cette partie terminée, on attaque le propre du pilote, c'est le tir. Et on allait tirer, et ils vont toujours tirer à caso, sur des cibles qui sont disposées au sol. Alors pourquoi caso? C'est vers Arcachon. On tire sur le sable au début pour éviter les ricochets. C'est-à-dire que si les obus peuvent remonter, ou décrocher un morceau de rocher, c'est très dangereux pour l'avion qui passe là-dedans. Donc le sable, c'est très bien. Il n'y a pas de baigneur, il n'y a rien, hein, on tire sur le sable. Ouais.
Et le tir en l'air... Il n'y en a plus. Après, il n'y en avait plus. Au premier tir, il n'y en avait plus. Le tir en l'air, alors, ça se faisait d'une façon assez marrante. C'était un câble qui traînait une banderole. La banderole faisait 7 mètres par 2 mètres. Le câble faisait 400 mètres. Et les avions faisaient une noria et tiraient sur cette banderole. Cette banderole était larguée sur la piste ensuite. Et on allait compter ses trous. Mais qui avait fait les trous? Eh bien, c'était très simple. On peignait nos obus avant de partir d'une certaine couleur. Et les obus passant dans la banderole, on arrivait à déterminer qui avait touché et comment. Ensuite, après le tir, les pilotes choisissent leur affectation en fonction de leur classement et vont se faire transformer sur les appareils. Donc actuellement, il y a Mirage 2000, ça se fait à Orange ou à Saint-Dizier sur Rafale. Rafale, c'est le dernier avion à la mode, enfin pas à la mode, celui qui est le mieux équipé. Pour savoir, il pousse 15 tonnes avec sa post-combustion, mais il arrive à emporter jusqu'à 24 tonnes. Le Mirage 2000, qui est toujours bien sûr en service, lui pousse 10 tonnes et monte jusqu'à un plafond d'environ 15 à 18 km, les avions couramment. Et ensuite, donc, ils sont affectés sur une base. Il en reste 5 actuellement. Il y en avait beaucoup plus à mon époque, mais il reste 5 bases aériennes. Orange, Nancy, Luxeuil, Saint-Dizier, Mont-de-Marsan. Pour ma part, quand j'ai fait ça, j'avais choisi le Mirage 3, qui était l'avion de pointe à l'époque. C'est un bisonique. Les avions ne vont pas plus vite actuellement, Mach 2.2, pour des questions d'échauffement. C'est pas la vitesse qui les limite, c'est l'échauffement de l'avion. De façon assez simpliste, c'est l'échauffement de l'avion qui les limite. Donc Mach 2.2, il avait une particularité, cet avion, c'est qu'il montait assez haut, 27 km, et il est monté d'une certaine façon aussi, parce que, et je vous expliquerai pourquoi cet avion devait monter à cette altitude, il est monté quelquefois à l'aide d'une fusée, une fusée à l'acide nitrique, 400 kg d'acide nitrique, 1,5 tonne de poussée pendant 90 secondes, salut l'écologie. En dessous, je parle. Hein. Et on a été aussi obligé d'enfiler un casque, une combinaison stratosphérique, parce que l'éjection en dessous de 15 km d'altitude, on est obligé d'avoir de l'oxygène et obligé d'être pressurisé. Sans ça, on ne vit pas. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ces avions devaient monter. Ça va, Jean? Je suis dans les clous. Il te reste 4 minutes, Georges. Pas plus? Non. Bon, notre travail, j'étais aussi long que ça. C'était l'époque de la guerre froide. Il y avait les Américains qui protégeaient la ligne. Nous, on protégeait derrière. Et je dis bien on protégeait derrière parce que les Américains avaient des avions qui faisaient 1,5 fois les nôtres, qui avaient 2 fois plus d'autonomie, et ils étaient 2 dans l'avion. Et quand même, pour nous, 1 dans l'avion qui allait à cette vitesse avec ses armements. C'était beaucoup, beaucoup de travail pour nous. Mais enfin, on était derrière les Américains. Pour ma part, on s'entraînait aussi beaucoup le travail à basse altitude. Ça n'a pas changé. Les avions sont limités à 420 nœuds à basse altitude pour des questions de bruit. Ça fait à peu près 800 km/h. Et ils ne doivent pas descendre en dessous de 150 mètres. Pour ma part, après, je suis allé sur Jaguar et je vais terminer presque là. Je suis allé sur Jaguar, c'était l'avion un peu plus simple, un peu moins rapide, Mach 1.6, mais qui avait une plateforme de tir beaucoup plus... Et on était 2 dedans. Pour moi, c'est la fin de la partie militaire. Alors actuellement, je voulais parler de ce qui se fait actuellement. Le travail des militaires actuellement, c'est beaucoup de détachement. Avec leurs avions, ils interviennent, vous l'avez entendu à la radio sans doute, en Syrie, au Mali, ils servent d'appui pour les militaires sur place. Pour moi, c'est la fin de la partie militaire. Après, j'ai fait autre chose. Jean va m'interrompre. Donc j'ai fait autre chose, et à un moment, il m'a téléphoné, et il m'a dit qu'il y avait besoin de moniteur à Saint-Étienne. J'y suis allé, j'ai fait 2 ans. Quand j'ai fait ces 2 ans, après... l'armée, du moins la France, livrait des T-33, c'est les avions militaires, en Thaïlande. J'ai fait ça sur voyage, c'était très intéressant. C'était 12 étapes. Et avec ces appareils militaires, c'est évident qu'on ne peut pas survoler n'importe quel autre pays. Ensuite, je suis allé travailler en Afrique. On forme des pilotes militaires en Afrique, j'étais civil, mais on formait des pilotes militaires dans leur pays, la Côte d'Ivoire, le Togo.
on les dégrossissait, on les choisissait, on les dégrossissait, et ils revenaient en France où ils se perfectionnaient. J'ai fini tout ça, tiens, j'ai fait même un petit vol au Rwanda. Je suis allé livrer un appareil soi-disant militaire, mais je vous garantis qu'il servait à toute autre chose. Je vous en parlerai après si vous voulez. Quand je suis revenu en France, j'ai fait de l'avion taxi. Il y a eu un avion taxi à Saint-Étienne. Après, je suis allé à Lyon. J'ai fait ça pendant 3 ans. Après, Air Littoral recrutait des personnes pour faire du vol, de la ligne. Bon, j'ai été embauché. J'ai passé ma partie théorique de commandant de bord et la partie pratique. Et j'étais commandant de bord sur un avion CRJ. Je vous dis 2 mots de plus. Ce qui m'a bien plu pendant toute cette carrière, c'est bien sûr, qui m'a vraiment fait très 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 plaisir, c'est ma période militaire. On est jeune, on a un avion magnifique et on se fait plaisir. Ce qui a été très très dur, le métier qui était le plus dur, c'était l'avion taxi. On a beaucoup de travail, les clients sont exigeants et peut-être à juste titre, ils sont exigeants. Et après, ce qui a été vraiment pour moi les vacances, c'est quand j'ai travaillé pour une compagnie aérienne. Parce qu'on vous prépare tout le travail, les avions sont sont entretenus et couramment, et c'était vraiment un très grand plaisir, en plus de pouvoir visiter certaines capitales avec du temps, certaines grandes villes, du très bon temps. L'armée de l'air actuellement, je ne recrute pas, mais c'est 40 000 personnes, 400 pilotes et navigateurs, 260 avions. Ça a un peu diminué par rapport à les périodes d'avant. Ils embauchent quand vous voulez. Merci Georges. Bon, je vous rappelle que vous aurez le loisir de poser toutes les questions tout à l'heure. Bien, donc François Mérémondon, à toi, avec les mêmes contraintes. Dans un quart d'heure, je te le dirai. Bien, mon nom vient d'être dit. Je voudrais vous dire que je suis vraiment de la région, parce que... Ah si ? Ah bon. Parce que je suis né à Firminy. J'ai fait mes études un peu à Firminy, et puis au Puy-en-Velay. Et j'ai intégré Mathsup, Mathspé ici à Claude-Foriel. Et c'est là où j'ai réussi l'École nationale de l'aviation civile, section pilote. Ensuite, j'ai fait mon service militaire où j'ai pu voler aussi, notamment sur Foga Magister, que vous avez vu tout à l'heure, plus un avion de transport qui n'existe plus, qui s'appelait le MD 312, dit Flamand Rose. Rien que le nom, très poétique. Et puis, j'ai eu cette chance ensuite la chance était prévue pour, mais enfin bon, des fois on se rate, de rentrer à Air France, et où j'ai eu une carrière que je souhaite à tout le monde, à tout jeune pilote passionné, parce que j'ai fait en copilote du 727, un triréacteur, Mach 86, c'est-à-dire on n'est pas loin du supersonique. Ensuite, du mythique 707 en long courrier. Puis du 747, du jumbo jet, des anciens, la 747 série 100. J'ai ensuite été lâché commandant de bord sur 737, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis où j'étais à moitié chef. On est toujours chef, vous savez, dans les compagnies aériennes à un moment donné. Et puis j'ai eu la chance d'aller chez Airbus Industrie pour prendre en compte les Airbus 340 long courrier. Et ensuite, les Airbus 330 que j'ai fait voler en équipage, bien sûr, à Air France. Et je me suis raté parce que l'avion s'est arrêté et j'étais sur la ligne de sonorité. Et j'ai fait un aller-retour Concorde en New York, puisqu'il n'y avait plus que ça. Et l'avion s'est arrêté, donc je n'ai pas pu faire ce qu'on appelle une qualification. Donc j'ai fini ma carrière sur 747-400, donc le quadriréacteur que vous connaissez tous, qui est sur toutes les lignes, qu'Air France ne fait plus voler depuis 1 an ou 2, mais que Lufthansa, enfin d'autres compagnies font voler. Donc c'est pour ça que je souhaite aux jeunes que je fais un peu de formation sur Lyon, là, les pilotes professionnels, ils visent tous des carrières de pilote de ligne, mais ce n'est pas des ENAC, ce n'est pas non plus ce qu'on appelle des pilotes cadets Air France, recrutés par Air France, ils n'ont pas ces niveaux-là, mais ils sont tous passionnés, et je crois que Georges vous l'a montré, on est une race un tout petit peu particulière, où on est des homo avicatus, c'est-à-dire des gens passionnés. Faire ces métiers sans être passionné, ça ne marchera pas. J'en ai vu, notamment chez les pilotes cadets Air France qui étaient recrutés au niveau ingénieur. Apprendre à piloter un avion, c'est relativement facile. Il ne faut pas quelqu'un qui a des niveaux intellectuels
Oui, il faut avoir un certain niveau, évidemment, mais on peut se lasser très vite. Et c'était le cas de ces fameux pilotes cadets. Certains avaient été ingénieurs dans des très grosses entreprises, avec 200 ou 300 personnes. Ils devenaient copilotes sur un avion, c'est-à-dire ils ne portaient pas la sacoche, mais presque. Donc ils étaient un peu déçus, ce n'étaient pas des passionnés. Et 9 fois sur 10, c'est des gens qui n'avaient jamais fait, par exemple, d'aéroclub, de l'aéromodélisme, qui n'étaient pas vraiment des passionnés. Bref, voilà, j'ai fini pour ma carrière, mais là, je vais vous parler pendant une dizaine de minutes qu'il nous reste de quelque chose qui a fait la une des journaux et dont vous avez entendu parler, et on terminera par un peu de philosophie ou de politique, disons, industrielle et économique, parce que quelque part, c'est odieux. Ah oui, donc je n'ai pas le droit de me lever, donc je reste assis. Ok, vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, il y a un 800 de Lion Air qui s'est craché en mer de Chine, et il y a eu 189 victimes. Quelque temps après, un autre avion d'Ethiopian Airlines s'est craché également, faisant 157 victimes. Les deux avions étaient des 737 série 800 MAX. Aussitôt, bien sûr, ça s'est agité un petit peu dans toutes les réglementations, et les États-Unis, notamment l'administration américaine, a décidé d'arrêter l'avion, sachant que déjà en Europe et un peu en Asie, plus personne ne voulait voler sur cet avion. Je parle des compagnies aériennes. Les passagers, on leur demande rarement leur avis, évidemment. Là, maintenant, ils le savent. Hein. Ils ne veulent plus monter dans ce type d'avion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, certains passionnés, vous avez peut-être lu, il y a eu beaucoup d'articles. Là, c'est une caricature, c'est assez simpliste, mais c'est quand même, disons, le scénario le plus probable. Le 737 est un avion biréacteur qui a été développé il y a déjà des années. Il y a donc des séries 100, 200, 300, et ils avaient terminé par série 800 MAX. Et 800 d'abord. Les moteurs, comme vous voyez, deux moteurs, sont très près du sol. Pour passer du 800 au 800 MAX, comme cet avion, c'est toujours la même cellule, c'est toujours pratiquement les mêmes ailes, ils avaient trouvé un moteur beaucoup plus gros, plus puissant, plus économique, donc un transport de charge supérieur, rayon d'action plus long, tout le monde était intéressé. Et donc ils ont eu l'intention de développer. Sauf que quand on voit la taille du moteur, vous voyez qu'il passait encore plus près du sol. Et donc il n'était plus possible de le certifier. Ils ont donc décidé de le déplacer sur l'aile à l'extérieur. Comme ça, ils augmentaient la distance par rapport au sol. C'est assez logique. Alors, il faut voir qu'un avion, là, il est posé au sol, mais quand il atterrit, s'il y a un petit peu du vent et qu'il a un angle, là, les moteurs, ils touchent. Et régulièrement, des moteurs touchent. Il faut pas... Il ne se passe rien. Hein. Quand je dis il ne se passe rien, il y a des capots moteurs, mais je veux dire, c'est transparent pour les passagers. Quand on déplace un avion, un moteur sur les avions, vous vous doutez bien qu'il va se passer autre chose. Nous allons voir maintenant faut que je vise l'ordinateur. On va voir l'avion par-dessus. Un avion a un centre de gravité. Si on rajoute des moteurs et qu'on les met à l'extérieur, on va créer un nouveau centre de gravité. Et là, ils se sont aperçus que l'avion devenait difficile à piloter, qu'il sortait des limites de centrage, et donc ils ont rajouté un appareil qu'on appelle un MCAS, Maneuver Characteristics Augmentation System, autrement dit un système anti-décrochage. Qu'est-ce qu'il allait faire ce système? Il allait piloter le plan fixe arrière. Alors comment ça marche? Eh bien ça marche par deux sondes situées, c'est pas vraiment des sondes, hein, c'est des petites ailettes chaque côté du fuselage, d'ailleurs si vous tapez sur internet on les voit bien, qui calculent l'angle d'attaque de l'avion. L'angle d'attaque de l'avion, c'est l'angle que fait, disons, l'axe du fuselage avec l'air. Et cet angle d'attaque, lorsqu'il devient supérieur à certaines valeurs, eh bien l'avion tombe. Donc ces deux sondes, à travers un calculateur, eh bien, calculer et aller travailler sur l'arrière pour rééquilibrer l'avion. Ça, ce système-là était transparent pour les pilotes. C'est-à-dire que quand l'avionneur Boeing vendait ses avions, il disait non, on a rajouté ça, mais vous inquiétez pas, c'est entièrement automatique. Alors, si on fait une comparaison, je crois bien que vous avez tous des voitures avec des ABS aujourd'hui. Vous avez un bouton pour enlever les ABS? Non. Sauf qu'il y a 10 ans, vous aviez un bouton pour mettre l'ABS off. Aujourd'hui, vos ABS sont totalement transparents pour vous. Là, si quelques-uns ont des voitures contemporaines, récentes, elles ont même des systèmes qui fait que la voiture, j'allais dire l'avion, s'arrête automatiquement si jamais vous arrivez trop vite sur un obstacle. Il est probable que demain,
il y aura des incidents du style vous êtes sur l'autoroute à 130 et la voiture va piler sans. Et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Bon, et c'est un peu ça ce qu'ont fait les avionneurs de chez Boeing. Et Airbus avait déjà commencé un tout petit peu avant aussi d'autres systèmes qui ont créé un peu des accidents. Alors, c'est ce qui est écrit en bas là, connexion possible, mais non intuitive. Pourquoi non intuitive ? Parce que on agit pour pouvoir déconnecter le système. C'était pas simplement un bouton. Il fallait agir sur des interrupteurs électriques qui n'avaient rien à voir, en définitive, avec ce système MCAS. Et c'est là où on en fait de la philosophie en rouge, parce que c'est ça qui a créé les accidents. Quand Boeing a vendu aux Américains, les premiers qui ont volé, c'est aux États-Unis évidemment, les pilotes américains ont une maladie qui s'appelle la libido-sciatique, que j'espère vous avez tous, et si vous êtes là ce soir, c'est que vous l'avez. Libido, vous savez tout ce que ça veut dire, mais moi je rajoute sciatique derrière, c'est-à-dire l'envie de savoir. Donc ils ont dit, ok monsieur, ok, ouais, c'est bien votre système, c'est bien, mais comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut faire si ça ne marche pas ? Et Boeing a dit, non, vous inquiétez, non, vous nous dites comment ça marche. Et donc aux États-Unis, il y avait déjà eu plusieurs incidents sur ce système-là, sans accident. Et donc quand Boeing a vendu à l'extérieur les avions, pour les vendre moins cher, on leur dit non, mais vous inquiétez pas, c'est tout automatique. Ah, les formations pilotes, non, c'est pas un souci. Vous pilotez des 737-800, le 737-800 MAX, c'est le même, vous allez plus loin, vous allez moins consommer, c'est formidable. Et des compagnies un peu exotiques, on va dire, Lion Air et Ethiopian, eh ben, ils ont cru, évidemment, hein, ils partent avec le système. Donc, il n'y avait pas eu de formation pilote. Contrairement à certaines sociétés américaines ou la société, je crois que c'est Norwegian qui était au courant, mais du coup, Boeing a tout arrêté. Parce que pour compléter la panne là, du dernier, là, le premier, le Lion Air, lors de la panne est intervenue, et donc du coup, les pilotes ont réagi, ont enlevé les pilotes automatiques et ont contré le système. Ça a marché une fois, deux fois, enfin bon. Et puis, ils se sont posés. Ils ont déclaré à la mécanique ce qu'ils avaient eu. Les mécaniciens ont tout testé, ont recetté les ordinateurs. Vous avez tous les ordinateurs. Vous savez comment ça se passe quand il y a un bug. Vous coupez le courant hein, sur votre Livebox, paf, vous la remettez. Tout ça, ça marche. C'est formidable. Et donc, on fait beaucoup ça parfois sur les avions électroniques. Alors, des fois, ça ne marche pas. Hein. Mais là, ça avait marché sur le Lion Air. Et le lendemain, l'avion est reparti sur un vol qui faisait Jakarta-Shanghai, je crois. Et au décollage, il s'est passé, un peu après, pendant la montée, c'était le même phénomène où les pilotes ont fait des allers-retours contre le pilote automatique, enfin le système automatique. Et le pire qui s'est passé, c'est que c'est une grosse pièce qui est un vis sans fin, qui pilote la queue arrière dont je vous ai parlé, qui s'appelle la vis de trim, qui s'est rompue. Alors là, je vais vous dire, c'est instantané, hein, c'est direct, angle 30 ou 40 degrés. Sur l'Ethiopian, l'Ethiopian, ils ont perdu le contrôle de l'avion. Mais quand on remarque les images du crash, et on s'aperçoit qu'ils ont vraiment fait un trou, c'est-à-dire que la plupart des crashs, souvent, c'est ce qu'on appelle les CFIT, c'est-à-dire c'est contre le relief. Les gens lèchent la montagne ou tapent un peu dans la montagne, mais là, ils sont carrément à la verticale. Mais ça laisse quand même à supposer comment un avionneur comme Boeing en est arrivé là, pour des problèmes de coût. Je veux vendre des avions, j'ai de la concurrence, d'autant plus qu'Airbus sortait un 320 dit Neo, qui est très performant également. Et depuis 15 jours, Airbus ne s'est pas du tout vanté. Hein, quand il y a eu des accidents, vous n'avez rien entendu en disant « nous, on est les plus forts hein. ». Parce que c'est aussi un avionneur, et ils sont très modestes, et justement modestes. Airbus, depuis une quinzaine de jours, a demandé aux équipages, enfin aux compagnies aériennes, de ne plus vendre les 2 rangées de sièges à l'arrière. Donc ils perdent 12 places sur un avion. Sauf si l'avion est plein devant. Il y a un problème de centrage qui n'arrive pas à maîtriser, à réguler. Alors demain, hein, il paraît qu'il y a des avions sans pilote. Oui, il va y avoir des avions sans pilote. C'est possible. C'est possible. Mais je pense que, parce que j'ai l'intention de vivre très très vieux, eh ben, je pense que je n'en reverrai pas. Parce que c'est complexe. On avance. Ils sont aperçus, j'exagère, c'est des ingénieurs, il y a des bureaux d'études derrière, mais la pression économique était très forte.
Même M. Trump, on le considère, enfin en Europe, au moins en France, il y a beaucoup de caricatures. Ils se sont aperçus que les bureaux de la FAA, c'est-à-dire les systèmes de contrôle des avions, étaient dans les mêmes bâtiments que chez Boeing. Vous imaginez, vous, que le contrôleur de l'aviation civile soit chez le fabricant? Et donc, il se passait les dossiers. OK, t'as regardé là? Bah tiens, voilà, bah écoute, tu le signes en bas, c'est bon. Allez, certification. C'est un rappel que la technologie, eh bien, on ne peut pas trop jouer avec. C'est malheureux parce qu'il y a 386 morts, il y a du chômage, enfin, tous les dégâts. Bon, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si ça vous a plu ou pas. Des questions quand vous voudrez. Très bien. Donc, merci. Merci bien. Non, Georges, tu peux revenir aussi. Donc, vous répondrez aux questions comme vous le souhaitez, l'un ou l'autre ou les deux. Hein. C'est libre et convivial et voilà. Je pense qu'on aura de nouvelles questions sur la sécurité aéronautique parce que c'est des choses qui intéressent. Qui veut bien poser la première question? La première question, toujours la plus difficile. Alors, bon, je vais la poser, la première question, puisque personne ne veut se dévouer. Moi, je tiens à... Tu as donné l'aspect négatif un peu dans l'aéronautique avec les derniers accidents sur le 737-800 MAX. Lorsqu'on a discuté avant aujourd'hui, tu nous as donné des chiffres. J'ai un petit problème dans le micro. Ouais. Tu nous as donné des chiffres sur la sécurité. Alors avant qu'on passe à d'autres questions, remets un peu le moral à l'Assemblée et donne-nous des chiffres sur la sécurité aéronautique. Oui, Jean a bien fait de le faire remarquer. Les pilotes, lorsqu'ils parlent entre eux, ici, on ne parle que d'accidents. Or, oui, on fait tout pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et si je vous parle, alors donc, il a raison, ne partez pas avec le moral à zéro en disant moi je ne monte plus dans un avion parce que si. Alors je vous pose une question. Est-ce que vous savez combien Air France a de vols par jour, c'est-à-dire un décollage, atterrissage par jour? Allez, y a pas de... c'est un quiz, hein. Personne ne gagne rien ni perd d'ailleurs. 100, 1000, je ne sais pas moi. Beaucoup, ouais, beaucoup c'est bien. C'est un certain. Pardon? 10 000 vols par jour. Mais non, attends, il ne faut pas exagérer, il y a 200 avions. Hein. Non, il y a... Pardon? 2000. Voilà, c'est bien. Il y a 1500 vols par jour. Air France, et en France, une compagnie, Ryanair a la même chose, EasyJet a la même chose. Ces trois compagnies sont des petites compagnies à l'échelon européen, parce qu'il y a Lufthansa, British Airways, et à l'échelle du monde. Mais on n'est pas minus, mais enfin bon. Sur une année, il y a 50 000 vols passagers de plus de 20 places. Alors, vols passagers, ça veut dire des gens qui ont des billets d'avion. Ça exclut les vols militaires, les charters, les vols d'affaires, etc. 50 millions de vols par an à l'échelle de la planète, qui en moyenne portent une centaine de passagers. Mais il y en a 500, mais il y en a d'autres, il y en a 21, parce que je vous ai parlé de 20. Ça fait donc 5 milliards de passagers transportés en une année. Est-ce que vous savez combien de morts il y a eu sur les avions en 2017, et vous pourrez le vérifier sur Internet, de morts causées par un avion sur des passagers avec un billet d'avion? Allez-y. Alors, on me dit 0, on n'est pas loin, pas tout à fait. C'est 44 parce qu'il y a eu 35 morts au sol lors d'un crash. 44 morts sur 5 milliards de passagers. Mais vous connaissez, vous, une industrie humaine susceptible d'avoir du 0,000%? C'est pas possible. D'ailleurs, dans cette salle, je pense que vous connaissez personne qui est mort dans un accident d'avion, de ligne, avec un billet d'avion. Ou alors, si c'est le cousin du cousin, enfin comme on est tous de la même famille, hein, parce qu'on va toujours se trouver un grand-père, un aïeul commun. On ne connaît pas, c'est pas possible. Il vaut mieux jouer au loto, vous avez plus de chances de gagner que de vous tuer en avion, hein, je vous le dis. Hein. Non, il a oublié de dire en 2018, combien de morts en 2018? C'est bien ça? Mauvaise année, on efface. Il y a une question? C'est pas sur la sécurité, ça fait rien?
La question, c'est comment il faut dire, le airplane bashing en ce moment, où on incite les gens à ne plus prendre l'avion. Quel est votre avis là-dessus? Si vous avez un autre moyen pour aller à Tokyo en 20 heures. Mais c'est vrai. Ouais. Prenez pas l'avion, mais faites. Comment vous faites? Par contre, pour aller à Paris, le TGV de Saint-Etienne met 2 heures. Hein. Ça, c'est sûr que. Quand il y en a un. 2h30. Quand il y en a un, quand il n'y a pas de grève. C'est quelque chose qu'on ne peut pas résoudre en disant on va plus prendre l'avion pour faire des économies. C'est pas possible. Vu ce que l'avion fait sur à l'échelle de la planète, on vient de parler du TGV. Je suis désolé, mais vous partez de la région lyonnaise, vous voulez aller à Tokyo, vous n'allez pas prendre le TGV parce que qui va transporter vos valises dans les regards en sortant du train? Le train, eh bien, il n'y a personne. Pour le moment, la SNCF n'est pas d'accord pour faire le transit des valises direct. Donc, vous prenez un avion qui fait Syntex CDG, 1h15, vous consommez un maximum de carburant, évidemment. Vous vous occupez plus de vos bagages et vous les trouvez à Tokyo. C'est le confort. Mais on peut, effectivement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de lampes dans la salle, on pourrait avoir que des LED. On pourrait avoir, si on levait la main, les voitures diesel, on est nombreux. On a 2 voitures. On fait du vélo, ouais. À 70 ans, on en fait un peu moins du vélo. Enfin bref, c'est vrai que l'avion, vous avez raison. Il faut éviter de prendre l'avion sur des petites distances quand c'est possible. Sincèrement, moi je ne sais pas. Par contre, ouais, non, mais on est bien d'accord. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que les avions ont fait d'énormes progrès de consommation, vraiment d'énormes. Je ne vous parle pas de l'aviation militaire qui a divisé par 4 ses consommations. Mais les avions civils ont aussi vraiment diminué. Maintenant. La consommation sur un long courrier que vous connaissez bien, disons les vols vers la côte orientale des États-Unis, là, quand on met 1 tonne de carburant en trop dans un avion, en disant je vais mettre 1 tonne pour pouvoir attendre 30 minutes parce que ce jour-là il pleut, à l'arrivée on n'a plus que 700 kilos. C'est-à-dire que pour transporter 1 kilo dans un avion, sur un long courrier, on en bouffe 300 grammes. Autrement dit, un passager, vous rajoutez un passager, eh bien, mettons un gros, avec des bagages de 100 kg, le carburant supplémentaire qu'il va consommer est de 30 kg. Mais il ne faut pas dire que tous les passagers 30 kg. C'est parce qu'il y a déjà du monde en transport. L'avion, pour un 747, il fait 80 tonnes pour aller à New York. 80 tonnes, s'il y a 400 passagers, vous divisez. C'est vrai que c'est cher, mais pour le moment, on n'a rien d'autre. Pour aller manger une glace, il y en a qui font des allers-retours pour aller... Oui. Ça fait beaucoup de CO2. Merci. Oui, j'ai 2 questions. La première qui est relative à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez nous préciser combien de litres au 100, par exemple, consomme un passager sur un avion classique Et puis la deuxième question, c'est à quelle altitude, parce que j'ai été surpris tout à l'heure, vous avez parlé de 25 km pour les Mirages, je crois. À quelle altitude maximum peut monter un... J'ai pas entendu la fin de la question. À quelle altitude? Maximum peut monter un avion. Alors, un avion de ligne et puis un avion militaire. Tout à l'heure, vous avez parlé de 25 km. Ouais. Donc, les avions ont intérêt, les avions de ligne, pour consommer le moins possible, à naviguer à une certaine altitude qui s'appelle la tropopause. Bon, grosso modo, pour simplifier, c'est 12 km d'altitude. En moyenne. Ils ont intérêt à être, hein, c'est ça? Oui, en Europe, enfin, à notre altitude. Moyenne. Donc, ils ont intérêt à être à 12 km d'altitude pour l'intérêt de monter au-dessus, à part pour l'aviation militaire, pas très grave. Et encore une fois, on pouvait monter, avec des fusées, on peut monter où on veut, et je vous garantis qu'à 27 km, on voit vraiment que la Terre est ronde, il n'y a pas besoin de monter beaucoup plus haut, et on peut monter où on veut, mais c'est une application militaire, ça n'a pas d'autre intérêt, je pense. Et il faudra sans doute des fusées d'appoint.
La consommation d'une voiture, celle-là je la connais, c'est 0,3 litres en plus. Si vous transportez 100 kg de plus dans votre voiture, vous consommez 0,3 litres de plus par 100 km. Ça n'a rien à voir avec les avions, mais je trouve que c'est bien aussi. Je peux faire une réponse, moi, sur cette question-là. Je veux dire, la tropopause, c'est une couche d'inversion de l'atmosphère, et pour passer au-dessus, le simple fait de voler en dessous de la tropopause ou de passer au-dessus coûte beaucoup d'énergie. Donc on n'a pas intérêt à dépenser cette énergie pour rien. Et la deuxième raison, c'est que les courants jets, qui sont des courants importants de l'atmosphère, sont sous la tropopause. Et quand on vole dans un courant jet, non pas contre, mais avec, on gagne beaucoup en consommation. Ouais. Donc les avions volent avec des prévisions météorologiques et se servent pour leur trajectoire de ces informations. Et pour savoir, les jets qui peuvent aller jusqu'à des vitesses assez conséquentes, de l'ordre de 250 assez fréquemment, 250 km/h, vont d'ouest en est. En général, quand vous allez vers les États-Unis, vous avez intérêt à être en dessous, et à l'inverse, quand vous revenez, vous avez intérêt à être dans le courant qui vous propulse, quoi. Bonsoir. C'est bien beau qu'il ait des avions en l'air, mais il faut qu'ils atterrissent et qu'ils décollent. Moi, je suis toujours impressionné par les avions qui se suivent toutes les 2 minutes, peut-être, dans certains trucs, ou quand on prend l'avion, on est à la queue leu, quoi. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup plus de transport aérien. Comment va-t-on faire pour les faire tous décoller? Parce que toutes les 2 minutes, plus court, c'est pas possible, parce qu'il y a des turbulences, il me semble, à l'arrière. Alors on va faire comment? On va les faire décoller à la verticale? À Lyon, actuellement, ils ont construit une 3e piste. Et il y a une trentaine d'années, il y en avait une seule. C'est une solution. C'est une solution. Hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, une des solutions, c'est effectivement d'augmenter le nombre de pistes. Et puis de raccourcir les délais. Mais vous l'avez dit, on ne peut pas décoller derrière un avion à cause des turbulences, on ne peut pas se poser trop près à cause des turbulences. Le nombre de pistes, c'est tout. Et on peut espérer que le vent soit de travers. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous décollez derrière un avion avec le vent, ou vous posez avec le vent de travers, la turbulence est emportée par le vent de travers. Oui, les aéroports ont énormément grossi. Pour ceux qui prennent l'avion, notamment en Europe, il y a ce qu'on appelle des créneaux, c'est-à-dire que vous êtes convoqué 20 minutes avant pour monter, et puis des fois, il n'y a pas d'autorisation de décoller parce qu'il y a trop de monde en vol. Et donc, il y a un service de régulation à l'échelle de l'Europe qui donne ces fameux créneaux. En ce moment, vous entendez parler de 2 sociétés qui sont en faillite, enfin presque en faillite. Ceux qui veulent racheter les sociétés, bien sûr, on regarde le problème social, les lignes, etc. Mais surtout, ce qui les intéresse, c'est les créneaux. Parce que c'est des compagnies régulières qui ont eu des créneaux. Et ces créneaux coûtent cher. C'est-à-dire que c'est des horaires de décollage qui peuvent intéresser telle ou telle compagnie. Alors, sur les moyens courriers, c'est très pénalisant. Hein. Comme on a d'abord un moyen courrier, là, et des fois, il reste 2 ou 3 heures, ça ne peut pas décoller. Les longs courriers, c'est différent. Comme ils arrivent de très loin, on ne peut pas les retarder en vol. On ne va pas retarder un avion à Shanghai ou à Sao Paulo. Hein. Donc, il va partir à l'heure, si tant est qu'on a fait le carburant, les passagers, etc. Mais ces fameux créneaux permettent de réguler. D'autres systèmes vont le faire. Donc, c'est au sol, là, le nombre de pistes. Et on a parlé de la réduction du temps. À part ça, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Alors, j'ai une réponse pour la consommation a priori. Sur les avions les plus récents et les plus économiques, entre guillemets, on parle de 3 litres au 100 km. Équivalent par passager, hein, évidemment. Alors, et c'est vrai que quand on fait le calcul, 3 litres au 100 km, c'est mieux que la plupart des voitures. C'est-à-dire que si vous allez à Lyon avec votre voiture, si vous êtes seul, vous allez sans doute consommer plus de 3 litres au 100 km. Il se trouve que, comme vous l'avez dit si bien, généralement, on prend l'avion que pour des longues distances. Donc forcément, sur le papier, ça fait beaucoup de consommation. C'est comme si vous prenez votre voiture et que vous faites 3000 km.
Alors, vous allez vous dire, 3000 km dans ma voiture, c'est idiot. Si vous êtes 2, ça commence à être plus raisonnable. Si vous êtes 4, ça commence à se discuter. Mais si vous êtes 4 dans une voiture, vous risquez quand même de consommer presque autant qu'un avion. Donc, c'est toujours pareil. C'est une problématique qui est complexe parce que, in fine, c'est vrai que si on veut avoir une démarche écologique, la meilleure méthode, c'est de ne pas se déplacer. C'est tout. Je veux dire, c'est exactement comme le meilleur moyen de peu consommer, c'est de ne pas consommer. Donc, souvent, on essaye de nous expliquer qu'il faut faire des économies, mais la meilleure économie, c'est quand même de ne pas se déplacer. Alors après, si on veut se déplacer, si on a besoin de se déplacer, là, c'est un autre problème. Bonsoir, donc je change de registre. Est-ce que c'est une profession qui se féminise ? Oui, la partie militaire, oui. Il y a des pilotes de chasse militaires femmes. Pas très nombreuses, mais il y en a. Des pilotes de transport, il y en a aussi. Et dans l'aviation civile... Alors j'ai eu connaissance de la première qui est rentrée en France, il s'appelle, parce qu'elle n'est pas morte évidemment, Danielle de Curie. Ensuite, Patricia Asselin, qui est devenue chef pilote d'un Airbus que vous connaissez bien, parce que c'est l'Airbus 380, qui est là, ce point de vue économique. Lui, eh bien, justement, on parlait de carburant, il consomme beaucoup, pas très fiable en vol, enfin bref, il est plus ou moins arrêté. Mais je crois qu'aujourd'hui, elles sont 200 en Air France. 200 sur 5000. C'est pas terrible. Et là, je viens de voir la photo des futurs pilotes de l'ENAC, parce qu'on m'a envoyé la nouvelle promo, la 19S. Il y a 2 filles sur 60. Et oui, mais en maths sup, maths spé, elles sont déjà moins nombreuses. Le concours, pourtant, c'est un métier féminin, je veux dire, ou masculin. C'est un métier humain, point à la ligne. Il y a une époque où les 707, donc les fameux longs courriers, les premiers quadriréacteurs, il était prévu, quand il y avait blocage des commandes au décollage, de mettre les 2 pieds sur le tableau de bord et de tirer. Et on s'entraînait au simulateur, blocage de commande, et mettre les 2 pieds et tirer. Et bien, il fallait tirer très fort. C'est fini. Entendez, oui. Oui, alors, c'était une question d'écologie que je voudrais continuer. Si on prend l'automobile, par exemple, il y a des perspectives qui commencent à pointer sérieusement, c'est-à-dire on parle de l'électrique, de l'hydrogène. Par contre, chez les avionneurs, est-ce qu'il y a des perspectives pour remplacer le kérosène ? Il y a déjà des tout petits avions qui marchent à l'électrique, mais avec une durée de vol, avec une autonomie ridicule. J'imagine mal un avion transportant des batteries en train de voler 2-3 heures. Et pour remplacer le kérosène, pour l'instant, je ne vois pas ce qu'on peut mettre. L'hydrogène peut-être, mais là vraiment, je ne peux absolument rien vous dire là-dessus. Il y a des fuels nouveaux qui sont essayés, notamment avec des huiles de récupération, des choses comme ça. Une espèce d'éthanol. Il y a Norwegian, justement, et Air France a dû faire son premier vol il n'y a pas très longtemps, avec du carburant comme ça, où il y a moins de rejet, donc du carburant, on va dire, naturel. Bon. Il y a une question qu'on m'a posée récemment. Où est la place du kérosène par rapport à l'essence traditionnelle et le diesel ? Où se situe le kérosène dans cette échelle-là ? Le kérosène, c'est un pétrole blanc. Sinon, la plupart du temps, il est noir. Il est très peu raffiné. Il coûte beaucoup moins cher qu'un diesel à fabriquer. Par contre, il y a des additifs. Et c'est ce qui fait qu'il y a un coût. Actuellement, ça doit être du 300 € de la tonne. Quelque chose comme ça de carburant.
Donc c'est du 30 centimes. Hein. On peut rouler au kérosène avec sa voiture? Pour revenir à la question des alternatives, c'était que vous aviez parlé des batteries, mais l'hydrogène par rapport au kérosène a un meilleur rendement. Du coup, est-ce qu'il y a eu des recherches, des prototypes, des avions d'essai qui ont totalement échoué, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de recherche, par exemple, parce que l'infrastructure ne rendrait pas ça forcément... Non, mais d'essais, il y en a beaucoup. Des avions électriques, il y en a un qui arrive à Lyon, là, il y est. Il arrive à Saint-Étienne dans pas longtemps. C'est 45 minutes de vol, hein, de passagers. L'hydrogène, non, il y a eu des essais, mais l'ennemi de l'avion, c'est le poids. Donc, une structure pour maintenir de l'hydrogène liquide, c'est très lourd. C'est comme des batteries. Donc, c'est la quadrature du cercle. C'est pas possible. Pour le moment, il y a pour l'instant, mais bon, on peut toujours rêver. Hein. Il y en a même un qui a fait le tour du monde avec des panneaux solaires. Hein. Oui, mais enfin, si vous aviez vu l'avion, on a 17 mètres d'envergure. Faut pas, on met pas des passagers de main dedans. Hein. Le pilotage devait être quand même coton. Et le nucléaire, on n'a pas. Pourquoi on ne ferait pas des moteurs nucléaires? On fait bien des bateaux nucléaires. Le poids aussi. Oui, le 380, c'est bien le plus gros d'Airbus là, qui vient d'être arrêté. Alors j'ai entendu dire que c'était des questions économiques. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y avait les structures des ailes qui n'étaient peut-être pas... alors qu'en est-il exactement, si vous le savez? Mon fils travaille chez Airbus au niveau communication. Alors il se garde bien de cacher tout ce qu'il y a à cacher. Non, mais en aviation, on ne cache pas. Hein. C'est un avion... c'était le problème économique. 2, il y avait de la fiabilité sur les moteurs. Il y a 4 gros moteurs. Or, la plupart des avions, maintenant, c'est des bimoteurs. Alors, on va pouvoir vous parler des bimoteurs après, qui traversent l'Atlantique. Voilà. Après, bon, les problèmes sur les ailes, les problèmes, il y a toujours. Hein. On parle d'Airbus parce que c'est chez nous, mais je crois bien qu'il y a un Boeing qui s'est posé en panne des 2 moteurs juste avant la piste à Londres. Hein. On n'a pas trop parlé. Bon, il ne s'est rien passé. Il a touché des roues, il n'y a plus de moteur. Hein. Ils ont eu de la chance. Donc, il y a des pannes. Le 380 avait des pannes. Mais pas plus qu'un avion nouveau, quoi. Mais c'est surtout le problème économique. Le 777 300 ER, Extended Range, est un avion extrêmement économique. Il faut savoir que les bimoteurs, donc tout à l'heure on a vu le 737, là, mais le 737, il vole sur des territoires avec des aéroports éventuellement, ou des déserts où l'avion peut faire quelque chose. Les bimoteurs qui traversent l'Atlantique ont une réglementation très spécifique. Par exemple, l'avion part, quand il se pose on prend la ligne type New York, eh bien, ce sont 2 équipes de mécaniciens d'une société différente qui viennent entretenir les moteurs. Pourquoi? Pour que s'il y a une erreur de fait, elle ne soit pas reproduite sur l'autre. Donc au départ, ces avions bimoteurs ont commencé à voler il y a 30 ans à peu près. Ils n'avaient pas le droit de s'éloigner à plus de 60 minutes d'un terrain accessible. Après, c'est passé à 90 minutes et maintenant, on en est à 420 minutes, enfin 4 heures. Enfin, donc, autrement dit, ces avions bimoteurs peuvent faire Los Angeles, Tokyo. Sachant qu'il y a Hawaï, il y a la Micronésie, enfin bon, il y a des terrains. Mais vous vous rendez compte? Parce que si ça... Alors j'ai un copain, enfin j'en connais un personnellement bien sûr, qui a eu panne de moteur, il faisait à Los Angeles, au-dessus du Groenland, d'un seul moteur. Il a trouvé le temps très, 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 très lent sur un moteur. Alors, il savait pourquoi le moteur était tombé en panne. Donc, il disait, bon, celui-ci est tombé en panne pour ça, l'autre, il ne va pas tomber en panne. Mais si on ne sait pas bien, si c'est du carburant pollué, si c'est le temps... Ouais. Mais c'est certifié. De toute façon, un réacteur, quand ça démarre, ça ne s'arrête plus. C'est très difficile. C'est un arrêt en vol pour, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais c'est 100 millions d'heures de vol, quoi. C'est extrêmement fiable. Il faut qu'il démarre. Hein. Quand vous disiez 60 minutes d'un terrain atterrissable, comment ces avions faisaient pour traverser l'Atlantique? Parce que je suppose qu'on ne peut pas toujours être à 60 minutes de l'Islande. Un passe.
une impasse, ça s'appelle une impasse, c'est la réglementation a un tout petit peu changé. Hein. Quand on faisait New York en constellation, il s'arrêtait d'abord à Shannon, Irlande, Reykjavik, non, en fait, il y avait l'Irlande, l'Islande. Là, ils avaient un grand coup de Groenland, donc il y a 2 terrains au Groenland où on peut se poser. Il y a des fjords, il y a tout ce qu'il faut. Et puis après, ils allaient de l'autre côté à Karjajwak, c'est ça, Karjajwak. De l'autre côté, sur la côte canadienne, ou Halifax, enfin, et ils arrivaient à New York. Il fallait 20 heures. Oui, s'il vous plaît. En termes de sécurité, alors si j'ai bien compris, est-ce qu'il vaut mieux être dans un quadrimoteur ou plutôt dans un monomoteur pour un pilote? Prenez-en 4. Ouais. J'ai une autre question aussi. Quand on voit les plans de vol des avions, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à ne pas traverser les océans. Est-ce raison ouais. Oui, les avions, quand on regarde leur parcours, on a l'impression qu'ils suivent les côtes plutôt que de faire une traversée. Est-ce une volonté ou est-ce le hasard? Ah non, c'est le hasard. Hein. C'est le hasard. Non, sur les avions, à part en Europe évidemment où il y a des voies aériennes, ensuite ils suivent une route, quand c'est libre évidemment, de ce qu'on appelle une RTM, une route de temps minimum. Donc c'est pas la ligne droite. Hein. On regarde les vents, l'altitude, et donc il va y avoir des petites déviations pour aller récupérer les vents. Et donc ça n'a rien à voir avec les côtes. Hein. Non, route de temps minimum. Alors il y a des endroits où il n'y en a pas. Hein. Sur la Sibérie, le vent il est toujours du même endroit. En plus les Russes ils ne veulent pas qu'on fasse n'importe quoi, donc c'est toujours la même route. Sur l'Afrique, la descente sur l'Amérique du Sud, c'est pareil. Il y a plusieurs routes, mais elles sont distantes de, disons, 200 km les unes des autres. Mais sur l'Atlantique, un jour, je vous ferai passer ce qu'on appelle les tracts, c'est-à-dire ces zones de circulation aérienne qui changent tous les jours et qui sont en fonction du vent. C'est des routes de temps minimum calculées par des systèmes via la météo, évidemment, hein, des prévisions qui sont extrêmement puissants, j'allais dire, parce que là, on rentre beaucoup de données et c'est extrêmement précis. Hein. Un avion a 2 ou 3 minutes sur 8 heures de vol de différence de temps, si on respecte le plan de vol. Tu as raison d'insister sur la météorologie. Ah oui, c'était très bon. Merci. C'était les meilleurs. Merci. Sauf qu'il n'y en a plus. C'est tout automatique. Tout le monde croit que la météo, ça sert à savoir s'il va pleuvoir demain matin ou pas. Oui, la météo, il a oublié de vous le dire, a été créée pour l'aviation. C'est l'aviation qui est première à demander, il fallait le vent, la température, l'altitude de pression. Ce n'est qu'après qu'on a demandé pour les barbecues du samedi, le mariage du petit ou le baptême. On voudrait ça. Alors, moi j'ai une question. Dans la course, dans l'évolution future de l'aéronautique, on peut imaginer qu'il y a deux objectifs différents. Soit faire plus vite, plus rapide, plus vite, plus haut, plus rapide, plus vite. Soit faire plus économique, éventuellement plus lent, mais plus économique. Quelle est la voie qui est dans les développements? Quelle est la voie qui est choisie à l'heure actuelle, s'il y en a une? Ou est-ce que la recherche se fait dans les deux domaines? Parce qu'on commence parfois à parler d'un futur avion plus rapide que le Concorde, j'en ai entendu parler. Et puis on parle aussi d'avions très économiques avec des gros moteurs, mais qui transportent pas mal de passagers, mais qui ont un rayon d'action moins important. Comment on peut voir le paysage? Ce qui est certain, c'est que plus on va vite, plus on consomme. Et je ne pense pas que ce soit l'idée du moment, sauf pour, comme le Concorde, c'était pour paraître. Si les Américains font un avion qui va très vite, ça intéresse d'abord le coût est énorme. Ensuite, le carburant au kilomètre passager, c'est beaucoup plus. Je ne vois pas aller vers la vitesse encore plus grande. Oui, le problème du supersonique, tu aurais dû en parler parce que toi, tu en as fait plus que moi. Il faut bien comprendre que le supersonique, donc au-dessus de Mach,
Alors, un peu avant la vitesse du Mach, d'abord, le Mach, c'est une vitesse qui est variable, qui est fonction de la température. Donc, il y a une formule. Autrement dit, quand on parle du Mach, on dit c'est 1100 km/h. Ouais, peut-être, ça peut être 1000, ça peut être 1200. Un petit peu avant, il y a des phénomènes physiques qui s'inversent. Et il faut énormément de puissance pour passer, construire ce qu'on appelle le mur du son. Et quand vous voyez passer un avion, vous dites il passe au mur du son. Non, il a déjà sa vitesse. C'est-à-dire, ce bang que vous entendez, il l'a tout le long. Et il consomme donc énormément. Énormément, parce que comme il y a inversion de phénomènes physiques, vous allez comprendre, je vais vous en expliquer un, phénomène physique, de ce qu'on appelle l'hypersonique. Quand vous prenez un entonnoir et que vous injectez de l'air, mettons à 100 km/h, à la sortie du trou, l'air a accéléré. Si vous rentrez à 100, ça va sortir à 150 en fonction des diamètres. Vous rentrez en supersonique, à Mach 2 ou Mach 1, eh bien, la vitesse, elle diminue. C'est pour ça que les premiers... Alors, vous me dites, mais c'est quoi l'entonnoir par rapport à un avion? Eh bien, par rapport à un avion, le dessus d'une aile d'un avion, c'est un peu comme le côté d'un entonnoir. Et c'est pour ça que les premiers pilotes se sont tous tués en pilotant, en passant en supersonique en piqué, parce qu'il y avait inversion des commandes de vol. Il y a création d'une onde de choc sur l'avion, sur l'aile, qui ne se voit pas évidemment, et qui fait qu'à un moment donné, eh bien, l'aile décroche, et puis elles n'étaient pas solides, elles explosaient. Donc pour le moment, ça, c'est pas résolu, et il n'est pas question de le résoudre dans l'air, tant qu'il y a de l'air. Alors par contre, il est possible que de temps en temps, eh bien, on mette les gens sur orbite, mais sur des vols assez longs, donc accélération énorme, donc au-dessus de l'accélération terrestre, passer en orbite basse, hein, comme l'ISS que l'on voit, dont on parle, où notre copain français là, est monté. C'est pas très haut, hein, 450 km. D'ailleurs, regardez sur Internet, tous les 15 jours, il passe au-dessus de chez vous. Hein. Et donc, on voit passer l'ISS, et là, on pourrait imaginer qu'on envoie des gens là, et qu'après, redescendent de l'autre côté. Et là, il fait le tour plusieurs fois en 24 heures. Enfin, je ne connais plus la vitesse. Ça, c'est une possibilité. Mais avant de mettre des gens dans des machines comme ça, il y aura des visites médicales. Bien, il nous reste une petite demi-heure avec nos invités. Bon, parlez-nous un peu de rêve, là, les deux invités. Georges, raconte-nous un peu ce que tu as fait en Afrique, par exemple, va nous faire rêver. En fait, je veux vous parler de ma plus mauvaise expérience aéronautique. Plus mauvaise. Quand j'ai eu fini de voler, j'ai pensé voler pour Aviation Sans Frontières. Et je suis parti en République démocratique du Congo. Alors démocratique, vous effacez. Hein. République du Congo, c'est le Congo-Kinshasa en fait. Et j'ai dit une mauvaise expérience. Aviation Sans Frontières est envoyé pour aider d'autres ONG qui sont sur place. J'étais censé transporter des personnes, des médicaments, des infirmiers de ci de là et des médecins. Ça ne vaut absolument rien. Si vous donnez 100 € en France, au bout de la chaîne, vous livrez avec 100 €, vous livrez un cachet d'aspirine. Ou vous livrez un préservatif. Et le préservatif, c'est pas la peine, ils s'en servent pas. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'était vraiment une mauvaise expérience. Et j'ai côtoyé beaucoup d'ONG en Afrique. Il y a des gens très dévoués. Sur place, il y a des gens qui vraiment s'arrachent. Mais les gens qui dirigent, quelquefois, j'ai tout dit. François, une expérience un peu anecdotique sur des vols. Oui, je me souviens d'une hôtesse ou un steward, je ne sais plus, qui nous appelle de l'arrière via l'interphone. Ah, il y a monsieur ingénieur, il est très sympa, il voudrait trop voir le poste. Alors, c'est vrai qu'il y a des visites de poste. Aujourd'hui, c'est plus difficile sur certaines destinations, c'est même interdit. Et donc, il vient présenter, et c'était un monsieur de couleur, on va dire. Et ouais, ingénieur, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Enfin, il avait fait beaucoup de choses. Et il nous posait la question traditionnelle. On allait sur les États-Unis, je ne sais plus, enfin bon. Il disait, mais comment ça se fait qu'on va plus vite au retour qu'à l'aller? Alors, le copilote, très simple. Déjà, le gars, il pose ça comme question un petit peu ingénieur, mais bon.
Le copilote très dévoué tente de lui expliquer une fois, deux fois, il reposait des questions et à mon avis, ça ne devait pas bien dépasser le BEPC. Puis au bout d'un moment, j'ai dit non, mais il faut que je vous explique. Vous avez une cuisine? Alors il me dit oui, oui, oui. Je lui dis vous avez du carrelage dans la cuisine? Il me dit oui, 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 oui. Alors je lui dis la prochaine fois, vous mettez au milieu de votre carrelage, parce qu'il croyait que c'était la terre qui tournait, enfin bref. Je lui dis vous mettez bien au milieu du carrelage. Vous sautez un petit peu haut. Et vous allez voir, quand vous allez redescendre, vous ne serez pas au milieu du carrelage. Parce que pendant que vous êtes en l'air, la terre, elle a tourné. Ah ben c'est compris. Ah ben c'est pour ça. Il suffit de monter, la terre, elle tourne, on redescend, on n'est pas au même endroit. Et c'est vrai. Il était parti, mais il les croyait dur comme fer. Hein. C'est pas très rigolo. Ben non. Non, on trouve des explications de ce genre à l'heure actuelle sur Internet par des gens qui prennent ça au sérieux. Hein. Bien, qui veut poser une question? Bonsoir. Alors, peut-être que ça a déjà été abordé parce que je suis arrivée très en retard. C'est juste le rapport au temps que j'aimerais bien discuter. Pouvoir aller à l'autre bout de la planète en 24 heures, alors qu'à taille humaine, il faudrait des mois, voire des années. Quand même, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui l'avez fait un certain nombre de fois? Il n'y a rien à dire, c'est un petit peu l'histoire du carrelage. Hein. Je crois bien qu'à l'échelle humaine, le temps, il y a une ligne de changement de date. Hein. Alors, elle est au milieu du Pacifique, elle n'est pas tout à fait droite, parce qu'il y a des pays qui seraient coupés en deux, et vous changez de date. Et donc, en définitive, en allant dans le sens inverse, on ne peut pas gagner du temps, ni en perdre. C'est tout, ça s'appelle le décalage horaire, éventuellement, ça fatigue un peu, mais il n'y a pas de solution, alors il faut aller très très vite, ça c'est autre chose. Hein. Einstein et tout, ça c'est. Mais à l'échelle de la planète, le temps c'est le temps. Vous n'avez pas parlé de vol à voile? Non. Non, mais vous n'avez pas parlé de Rafale, parce qu'il y a un militaire ici, profitez du Rafale quand même, parce que je crois bien qu'on a fait le France, on a fait le Concorde, on a fait le Minitel, tout ça, c'est un peu disparu, et on a fait le Rafale qu'on n'est pas arrivé à vendre. Et probablement qu'il n'y a pas bien mieux. Vous avez parlé des services d'homologation aux États-Unis. Qu'en est-il en France ? Ben, c'est une autorité totalement indépendante des compagnies, c'est rien à voir avec les constructeurs. C'est le SAC qui a différents niveaux, donc pour les certifications des avions, donc la fabrication, et le contrôle des avions. Et puis des avions, mais ils contrôlent aussi les licences. Ils débarquent dans les écoles, ils débarquent dans les compagnies aériennes. C'est du contrôle. Et c'est eux qui arrêtent des avions, on va dire, exotiques, quand ils se posent sur des plateformes, des grosses plateformes. Vous êtes de Saint-Étienne, d'accord, a volé pendant des années un avion russe avec des pilotes cubains qui logeaient dans au moins 12 mètres carrés et qui transportaient toutes les nuits du tissu qui allait au Portugal et qui revenait ici. La boîte, la bonnetterie, très célèbre dans la région, revendait, enfin bref, jusqu'au jour où il y a eu enfin le ZAC qui est venu voir, et l'avion a été arrêté de vol immédiatement. Mais c'est long, parce qu'on fait confiance. Mais dès que la confiance, ça s'arrête tout de suite. Ils venaient boire et le café à la météo, ces gens-là. Ils avaient tout juste de quoi manger. Le lien entre Icare et aujourd'hui, c'est que le lien qui existe entre ces 120 ans d'aviation, c'est qu'autrefois Lilienthal faisait voler un avion en papier, et aujourd'hui ce sont les papiers qui font voler les avions. Une question que tu as soufflée, François, mais que je vais reposer à Georges. Cet avion, le Rafale, dont on a beaucoup parlé et que la France a mis longtemps avant de le vendre,
Pourquoi et que vaut-il par rapport aux avions modernes américains, par exemple, les YF, je ne sais pas combien? Sincèrement, j'en sais absolument rien. Je pense que c'est un très bon avion, mais après, c'est une histoire sans doute de marketing, de politique. Pourquoi on vend lui, pourquoi on ne vend pas l'autre? Je pense que la comparaison est très difficile à faire. Actuellement, les avions militaires ont une fiabilité beaucoup plus grande qu'avant. Ça s'est énormément amélioré chez les Américains sans doute, en France aussi. Et pour les vendre, après, c'est comme toutes les marchandises. Pourquoi vous achetez des Volkswagen? Pourquoi vous achetez des Renault? Je ne vois pas la différence. Il paraît, c'est ce que je ne suis pas du tout dans le domaine, mais j'ai lu dans des dossiers sérieux qu'apparemment ce que beaucoup d'acheteurs potentiels reprochaient au Rafale par rapport à ses rivaux américains, c'est pas du tout qu'il était moins performant, parce qu'il est au moins aussi performant. Oh oui, tout à fait. Oui, voilà. ça, oui. Mais Ouais. apparemment, il coûtait beaucoup plus cher en frais de fonctionnement. Oui, mais oui, c'est une histoire ensuite, effectivement, de coûts. Et puis, je pense que c'est aussi de la politique. Tu m'achètes un Rafale, je te rachèterai telle chose après. Mais les avions actuels sont vraiment très performants. Personnellement, je trouve ça. Au point de vue consommation, elle a baissé d'une façon extraordinaire. Ils emportent des masses assez extraordinaires. Et ça s'est amélioré énormément au point de vue possibilité de navigation, automatisme, comme tout le reste, comme les voitures, comme les avions de ligne. C'est un progrès énorme. Oui, je disais, quand je faisais mon service militaire en 85, à Saint-Dizier, sur la base aérienne, il y avait des Mirages, j'ai connu, il y avait le F1, même le F1, et il y avait le F4, non, comment il s'appelait le F4, non, Mirage 4. Mirage 4, c'était un avion bombardier qui transportait la bombe atomique à un certain moment. Comment? C'était un avion bombardier qui servait essentiellement à transporter la bombe atomique. Ah bon, d'accord. Mais alors c'était un autre, mais bon, il était plus... oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à Saint-Dizier à ce moment-là? Mais toute une variété de F1. Avec le Rafale, justement, je faisais une transition avec le Rafale. Je trouve que l'empennage, c'est l'empennage qu'on appelle. Elle est plus grande que par rapport au Mirage F1. C'est ça qui fait que, je vous disais tout à l'heure... Oui, c'est un empennage qui est à l'avant, on appelle ça un empennage canard. Ouais. Mais l'arrière, déjà, la voilure, je les ne sais pas comment on appelle ça, elle est plus imposante que... C'est une aile delta, c'est un profil qui permet de voler vite en consommant le moins possible. Ouais, voilà, c'est ça. Pour les avions de ce type-là. Ils mettent plus de charge. Voilà. Il y a une fiabilité. Je vais vous donner un petit exemple de fiabilité. L'armée de l'air a exploité 95 Mirage 3C. Il y a eu une tas de variantes, le Mirage 3F, 3E pour électronique, 3B pour biplace, etc. Mais ils ont exploité 95 Mirage 3C en 25 ans. Il y en a eu 45 de détruits. Pour les fautes de pilotage, sûrement. Pour des histoires d'avions, 45 sur 95. C'était énorme. Actuellement, les gens n'ont pas ce déchet. Pas du tout, pas du tout. Une fiabilité bien meilleure. Bien meilleure. Oui, les gens qui avaient tapé dans la montagne, mais là, c'est des fautes de pilotage, c'est évident. Attends, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois que le pas qui a été passé dans les avions militaires, ça a été le passage du monoréacteur au biréacteur, ce que les avions américains avaient bien avant. Oui, exactement. La sécurité, c'est déjà d'avoir 2 réacteurs. Le Mirage 3, on n'en avait qu'un. Effectivement, le Jaguar, à un moment, c'était un progrès énorme, 2 réacteurs. Passer à 2 personnes, quand la charge de travail est trop importante, vous êtes amené à faire des bêtises. Vous lâchez quelque chose pour en faire une autre. Et donc, le progrès, c'était effectivement 2 réacteurs. La consommation également. Imaginez que sur un avion, dans les années 70, on décollait, on avait 30 minutes d'autonomie quelquefois pour une telle mission. Ça implique un tas de choses. Vous ne pouvez pas rester longtemps en l'air, votre souci c'est de vous reposer. Donc, alors que maintenant, les avions ont beaucoup plus d'autonomie, ils peuvent se ravitailler en l'air, donc ça leur donne des pattes beaucoup plus longues.
un avion peut rester actuellement en l'air 12 heures, c'est-à-dire avec des différents ravitaillements, il peut rester en l'air 12 heures. Et après, il se pose, donc je pense parce que le pilote a aussi envie de pisser, non mais ça c'est tout. mais peut-être aussi parce qu'il y a d'autres soucis sur l'avion d'après, on ne peut pas le ravitailler en huile, en hydraulique, etc. Mais 12 heures en l'air, ça permet de parcourir des kilomètres quand même. Oui, non mais sûrement. Mais on arrivait à faire, alors sur un tout petit avion, un avion type d'aéroclub que j'ai amené plusieurs fois en Côte d'Ivoire, on arrivait à faire des 9 heures dans l'avion, 9 heures, avec le manche, obligé de le tenir, il n'y a pas de pilote automatique, et à la fin, ça quand même effectivement, ça commence à devenir urgent de se poser. Est-ce qu'il y avait des avions français militaires auxquels il y avait 2 places, pilote et copilote? Non, il a existé des Mirage 3 biplaces, et puis après, sur tous les avions actuels, il y a des biplaces, ils ont pensé à ça quand même. Rafale, donc. Ouais. Ne serait-ce aussi que pour le lâcher du pilote. Si vous montez dans un avion pour la première fois, en imaginant qu'il n'y ait même pas de simulateur, c'est quand même complexe, il faut l'avoir travaillé un petit peu avant. Donc c'est bien mieux de faire des biplaces. Et pour le travail aussi, à 2, on en fait beaucoup plus que tout seul. Hein. Mais si le pilote est défaillant, par exemple, il s'évanouit, le copilote... Non, il était en bonne santé, je vous garantis. À cette époque-là, il était en bonne santé. Georges vient de parler de ravitaillement en vol, mais moi je reviens sur quelque chose qui est dans la région, c'est à Roche-la-Molière. La société ex-Zénith, qui fabriquait des carburateurs au début du XXe siècle. Je pense que ceux qui ont eu des Peugeot bleus, là vous savez, des mobylettes, machin, c'était des Zénith fabriqués à Roche-la-Molière. Cette société spécialisée dans le carburant a beaucoup avancé. Elle vient d'être revendue. C'est Thales. Avant, ça a été Zodiac Aerospace. Avant, ça a été Safran. Ou c'est Safran. C'est pas Thales, c'est Safran. Et c'est dans cette société, si vous y passez, vous allez voir, c'est pas un blocos, mais enfin, on rentre pas là-dedans comme ça, où sont conçus la plupart des systèmes carburants. Donc, il y a des bureaux d'études pour des étrangers, notamment les Russes, bureaux d'études complets. Pour d'autres, c'est de la fabrication. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Eh bien, notamment, par exemple, tout à l'heure, on a vu les perches de ravitaillement en vol. Il y a un petit clapet au bout, hein. Ça, c'est fait à Roche-la-Molière. Sur les avions cargo qui traînent le carburant, il y a une nacelle qui sort sur un treuil. C'est fabriqué à Roche-la-Molière. Dans tous les aéroports du monde, les gros aéroports, les camions carburant que vous voyez au pied des avions, c'est que des camions pompes. Le carburant, il est dans le sol. Il arrive par des pipes qui sont situés à 20 km, enfin bref. Et donc, ces camions pompes prennent le carburant et l'injectent dans les réservoirs. Eh bien, ce qui est dans le sol, l'espèce de vanne et tout, c'est ex-Zénith Aviation, maintenant Safran, Roche-la-Molière. Et comme c'est pas fini, quand il y avait des ravitaillements de voitures en Formule 1, vous savez, où ils mettaient 100 litres en une demi-seconde, enfin bref, de temps en temps ça ratait, ils mettaient le feu, Roche-la-Molière. Et c'est des monopoles. Hein. Ouais. Il y a 25 ans peut-être, 3 Mirages se sont crashés dans le Pilat. Est-ce qu'on sait pourquoi le leader s'est trompé d'altitude? Non, le leader s'est sûrement pas trompé d'altitude. Il a fait une bêtise, ça c'est sûr, mais il s'est sûrement pas... Ils étaient en basse altitude, il y avait une très mauvaise visibilité ce jour-là, et il a commis une erreur, il est rentré dans peut-être trompé par le brouillard, il est rentré dans la montagne, et les équipiers c'est leur rôle, le suivent, étaient trop près, n'ont pas pu éviter. Mais à l'époque, il n'y avait pas de système qui avertissait qu'il y avait un obstacle en face. Il y a des radars, non, sur ces avions? Non, pas sur ces appareils-là. Maintenant, oui, sur les appareils civils, il y a des alertes de proximité, des alertes de rapprochement du sol, il y a un tas de choses. Mais sur les appareils militaires, il n'y avait pas. Le très gros du travail se faisait à vue, vraiment qu'à vue. Pardon?
Ouais, mais le gars n'a même pas eu l'occasion d'essayer de s'éjecter. Ils ont tapé dans la montagne sans l'avoir, quoi. Imaginez, vous parcourez de l'ordre en basse altitude, on est à 800 km/h. Vous parcourez de l'ordre de 200-250 mètres à la seconde. Ouais. Alors, ils n'ont rien vu venir. Alors, je voudrais poser une question sur la communication entre les pilotes, parce que j'ai eu quelques témoignages des gens présents dans la salle, comme quoi, donc, parfois, ça peut être un problème que ce soit l'anglais qui est la langue de communication. Donc, est-ce qu'il est arrivé ou est-ce qu'il pourrait arriver que parfois, par une suite de mauvaise compréhension entre la tour de contrôle et les pilotes ou entre deux pilotes, il puisse y avoir de gros problèmes? La communication, mais je crois que c'est pareil dans un bureau, pareil dans une voiture, hein, qui regarde le GPS et tout. C'est probablement là où il y a plus de quiproquos. L'erreur humaine est très souvent amenée par ces quiproquos sur justement la communication. Alors, il y a d'autres communications qui sont extrêmement troublantes. C'est que ceux qui font un peu d'aviation savent que le chiffre, par exemple 120, ça peut être un cap 120 degrés. Ça peut être une vitesse, 120 nœuds, et ça peut être une altitude, 12 000 pieds, niveau 120. Et ça, à la radio, ça passe très très mal. Alors, comment les pilotes sont formés? Il y a des techniques, évidemment. Ensuite, ils ont régulièrement ce qu'on appelle des CRM du facteur humain. Ces facteurs humains, des thèmes sont abordés, que ce soit sur l'erreur, la décision, la synergie, la communication, qui est pour moi le plus gros item. Alors c'est sûr que quelqu'un qui communique mal va probablement faire créer des erreurs qui vont amener à un incident ou l'accident, mais pas forcément. Hein. Le stress, une décision, comment on prend une décision. Il fait mauvais sur un terrain, on a tel carburant, on garde les autres terrains. La prise de décision. Les gens sont formés là-dessus. Alors, les pilotes, ce sont des techniciens, et derrière, ils ont des cours de facteurs humains. On appelle ça du CRM, parce qu'ils sont deux, c'est du Cockpit Resource Management. On en est au cockpit, mais aujourd'hui, on en est au Cabin Resource Management. C'est-à-dire que maintenant, ils ont ces mêmes cours, sont faits pour les stewards, hôtesses et les pilotes. C'est une cabine. Et on souhaite, et la réglementation va dans ce sens, qu'il y ait des compagnies Resource Management. C'est-à-dire qu'à ces cours, des directeurs seuls vont y assister. Pour comprendre, par exemple, qu'est-ce que c'est que la fatigue. Je crois bien que quand on est fatigué, on fait des erreurs. Et il faut entendre donc, ce qu'on vient de dire. Et des anecdotes, il y en a beaucoup. Quelques-unes ont amené à des accidents. Hein. Alors, on peut aussi parler de physique dans le facteur humain. Les illusions d'optique. C'est terrible, ça. Hein. Des pilotes se trompent de piste au décollage. Il ne se passe pas d'année sans qu'un pilote se trompe de piste dans une grande compagnie comme Air France. Un des exemples, un vol descendait de Paris, enfin ça n'a pas d'importance, allait au Maroc, à Oujda. Oujda, c'est une piste nord-sud, très près de la Méditerranée. Bref, la frontière algérienne est à 50 km. Au-dessus des Baléares, ils ont vu la piste. Il a une très très belle visite. Donc à la tour, ok, passer avec la tour, approche à vue autorisée, nanani, nananer. Et en finale, le gars de la tour d'Oujda, il leur dit, mais je ne vous vois pas. Si, on met les phares, regarde, on allume, on éteint. Et il ne le voyait toujours pas. Et là, un des copilotes, enfin, le copilote a dit, mais attends, le terrain qu'on a en face, c'est pas Oujda, ça. Donc ils ont continué, et ils ont dit, bah, on a dû se tromper. Enfin bref, ils ont remis les gaz. Ils étaient alignés sur la piste de Temsem, Algérie. 2 pistes parallèles, distance de 100 km, avec une frontière au milieu, et 2 pays qui ne sont pas très d'accord entre eux. Imaginez que c'est un 727, c'est pas tout neuf, hein, que l'avion se pose. C'est un non-événement pour les passagers, parce que là, ils sont remis les gaz, ils sont revenus se poser. Mais ces erreurs-là, il y en a, elles sont évitées chaque fois, il ne se passe rien. Un élément comme ça, pendant des mois, on fait tout pour que ça ne se reproduise pas. Quelles mesures on va prendre? Oui. L'accident dont tout le monde se souvient sans doute, aux Açores,
deux avions qui décollent, qui décollent face à face. Chacun prend l'ordre pour lui de décoller et bien sûr ils se percutent. Et il y avait il y avait un équipage dans chaque avion et chaque avion écoutait et ils sont percutés de face. C'est cet accident qui a été le plus grand accident aérien de tous les temps, qui ne s'est jamais et qui probablement se reproduira jamais, on l'espère, qui a mis en place ces CRM là, ces facteurs humains, c'est-à-dire faire une approche différente de la technique, notamment dans tout ce qui est machine à risque. Vous en connaissez quelques-unes, c'est les centrales atomiques, où là, les équipages là-dedans, c'est des équipages qui pilotent une centrale atomique, eh bien, ont des cours de facteurs humains. Il y avait des sous-marins et puis l'aviation. Et ces thèmes ont été développés aux États-Unis il y a 40-50 ans, et un médecin aviateur français qui s'appelle M. Dr Malberti, qui a donc suivi tous ces cours, les mis en place pour toutes les équipes françaises, les militaires en font. Tout le monde a 4 heures de cours chaque année pour remettre les choses en place concernant ces facteurs humains. Qu'est-ce qui amène à commettre des erreurs ? Ah oui, alors toutes les sociétés cherchent des solutions et dans un équipage, il y a en général un seul commandant de bord évidemment et un copilote. Et il y a un gradient d'autorité. Et ce gradient d'autorité, en général en Occident, ça va à peu près. C'est-à-dire que je crois bien que si je vous explique que oser dire non est pour certains pas facile. Vous êtes en couple, plus ou moins, osez dire non. C'est un problème. Mais imaginez-vous dans un avion avec quelqu'un, la seniorité, le copilote il voit quelque chose, il n'ose pas le dire à l'autre, ou s'il le dit, l'autre va lui dire écoute, non, on fait comme ça. Alors. Voilà, ça existe. C'est un peu. Et certaines sociétés, donc Air France ne l'a pas fait, ils sont en train de chercher une solution. D'abord, les copilotes sont formés pour oser dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Comment on dit non ? Les phrases commencent toujours par je. Hein. C'est pas tu es con. Hein. Non, non. Je ne suis pas d'accord. Et les Anglais sont allés un peu plus loin. Ils ont mis en place un espèce de dialogue. C'est Emirates et Qatar Airways. C'est Captain Listen. Autrement dit, monsieur, écoutez. C'est une phrase clé. Quand le copilote il l'a dit, c'est enregistré. Vous savez que tout l'équipage est enregistré. En principe, le commandant de bord demande qu'est-ce qui s'est passé, ok, et on discute. Alors à 800 km/h, c'est vrai qu'il y a des moments, oui. Mais dans le doute, si c'est en finale, par exemple, eh bien, il y a remise des gaz et on refait un tour, par exemple. Est-ce que c'est compliqué de changer d'avion ? Donc, quand on est habitué à piloter un modèle d'avion, est-ce que c'est compliqué de s'adapter à un autre type d'avion ? On a toujours un apprentissage plus ou moins long de l'avion à venir. Bon, les principes sont toujours les mêmes. Les cadrans sont... Il y a une disposition... non, je ne trouve pas. On a un peu plus peut-être, un peu plus, mais on a plus de temps pour l'apprendre. Les cours durent assez longtemps, on peut faire du simulateur. Non, je ne trouve pas que ce soit difficile. Oui. Les avions de ligne sont classés en catégories et on ne passe pas de l'un à l'autre sans un stage. La réglementation permet d'en avoir 2 qualifications. Mais quand on a 2 qualifications d'avions différents, évidemment, hein, pas d'une famille, ni d'un même fabricant, c'est des avions différents, il va falloir chaque année faire du simulateur d'entraînement, des contrôles, et donc c'est très lourd en définitive. Donc il y a très peu de personnes qui sont ce qu'on appelle biqualifiées. Pour obtenir une qualification sur un avion, en général, c'est de 2 à 3 mois, suivant la complexité de l'avion. Si c'est un jeune qui sort de l'école, qui arrive de l'ENAC ou qui va sur le premier biréacteur, le 737 par exemple, ou les 320, la qualification, elle est de 3 mois. Qu'est-ce qui se fait pendant 3 mois ? Il y a une partie théorique. En général, c'est de l'EAO, l'enseignement assisté par ordinateur, avec questions, etc.
plus des petites séances de simulateurs mais fixes pour essayer tel ou tel système, pour voir comment ça fonctionne, les circuits hydrauliques, les circuits électriques, des pannes, réciter, enfin bref. Et après, il y a du simulateur. Et le simulateur, en général, les simulateurs sont de l'ordre de 40 heures. C'est des séances de 4 heures. Été de 4 heures, c'est en train de changer, mais c'est autour de 40 heures de simulateur avec un contrôle au bout. Qu'est-ce qu'on fait au simulateur? Eh bien, toutes les pannes qui sont dans les checklists dites anormales, c'est la checklist panne. Donc ça dure. Au début, on prend un avion qui est normal et pas de panne. Et ensuite, eh bien, panne électrique, enfin, etc., panne moteur. Bon. Et puis des vols, toujours au simulateur, hein, des petits voyages où il se passe quelque chose en vol, donc il faut prendre une décision, se dérouter. Donc c'est extrêmement intéressant à faire. Hein. Donc ça dure minimum dans les 3 semaines à peu près. Et ensuite, quand c'est la première qualification de ces gens-là, ils ont droit à 1 ou 2 heures, voire avant, j'en ai fait 6 moi, de vol sans passagers. Il n'y a pas de passagers du tout, parce que les simulateurs ne sont pas tous agréés 0 heure de vol, 0 flight. Donc il y a obligatoirement 1 heure ou 2. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on roule l'avion. Un avion, ça roule. Bon. Après décollage, c'est des tours de piste, on ne va jamais très loin. On peut aller aussi un peu à l'extérieur, faire des virages à grande inclinaison et revenir. Décollage, pas de moteur pour sentir l'avion, parce que le simulateur, on sent, mais c'est du simulateur. Et après, donc on est au bout de 2 mois à peu près là. Le pilote formé va partir avec un instructeur en vol pour faire ce qu'on appelle de l'adaptation en ligne. C'est-à-dire que l'instructeur est formé. Souvent, il prend avec lui un autre copilote qui lui a de la bouteille. Et le jeune, le stagiaire, eh bien, on lui fait faire 1 étape, 2 étapes, assisté par son collègue qui lui est expérimenté pour l'aider un petit peu, notamment à remplir les papiers, parce qu'aux escales, il ne faut pas croire que le commandant de bord reste assis et puis discute avec son copilote. Non, il faut préparer le vol suivant, la charge, les plateaux repas. Oui, il y a des stewards et des hôtesses qui s'occupent de ça, mais enfin, il y a des problèmes. Et donc, quand il y a un stagiaire, il y a des fois un copilote expérimenté. Et après, c'est le grand jour, le pilote est lâché. Ça s'arrose. Pas 120. C'est pas... Oui, 120. À l'étranger, pas nécessairement chez vous. Est-ce que vous êtes peut-être des fois amené à passer des nuits, voire des jours ailleurs? Comment ça se passe quand vous n'êtes pas chez vous, ailleurs? J'ai pas tout compris. À l'escale, vous voulez qu'est-ce qui se passe aux escales? Est-ce que, je veux dire, chaque nuit vous rentrez chez vous? Je veux dire, il y a bien des moments où vous devez être à l'étranger pendant Non. L'avion a intérêt à voler le plus possible pour qu'il soit rentable. On arrive sur des petites compagnies. On était limité, je crois, à 7 étapes par jour. Ça fait beaucoup. Mais vous terminez à Amsterdam, vous couchez à Amsterdam, il y a un minimum de temps d'escale, de repos obligatoire, il y a un maximum d'étapes à faire le lendemain, et vous redécollez le lendemain pour la suite, quoi. Bon, sur les grandes étapes, il n'y a pas de souci là, il fait 1 étape. Oui, je crois bien que les compagnies aériennes essayent de rentabiliser leurs avions parce que c'est quand même c'est une usine. Les équipages aussi, parce qu'un équipage en escale, il coûte très cher. Et alors il y a quelques années, j'ai vécu ça, c'était formidable. Il y avait 1 avion par semaine sur une ligne, notamment Pékin. J'ai fait les premiers Pékin. On n'était pas du temps de Charles de Gaulle, mais presque. Donc on restait 1 semaine à Pékin. Fabuleux, hein. Je peux vous parler de Pékin où il y avait que des vélos, enfin bref. Payé bien sûr, hôtel, tout, bon, tout très bien. Ça c'est fini ça. Hein. Il y a encore des vols où les gens, disons qu'aujourd'hui on n'ouvre pas un long courrier s'il n'y a pas au moins 4 vols par semaine. 4 vols par semaine, sur 7 jours, il y a quand même un équipage qui va rester 48 heures, d'autres 72 heures. Donc on se bat pour faire ces vols évidemment. Hein. Surtout si c'est Rio, Cancun. Par contre si c'est en Angola, à Malabo par exemple, bon... Là, on va moins se battre. Pointe-Noire en Afrique. Mais c'est vrai qu'on couche... alors,
C'est pas l'équipage qui s'occupe de réserver l'hôtel, le taxi, tout ça. Non, c'est organisé d'avance. Hein. Il y a un métier qui intéresse beaucoup les jeunes qui s'appelle la logistique. Je voudrais vous signaler que c'est la fac, c'est une antenne de la fac qui est à Rouen, qui prépare sur une espèce de BTS. C'est ça la logistique, c'est-à-dire faire des programmes avions, là-dessus greffer des équipages qui n'ont pas la même réglementation entre les pilotes et les hôtesses. L'avion, il rentre, il faut le réviser quand est-ce qu'il a fait ses 50 heures et tout. Alors il y a pas des anecdotes, mais des choses qui se compliquent, c'est qu'il y a des pays dans le monde où les aéroports sont fermés la nuit, notamment en Europe. Hein. Vous posez à 3 heures du matin, d'abord c'est interdit, et puis vous n'avez pas un taxi, rien du tout. Donc en Europe, les avions décollent très tard le soir, avant minuit à Roissy, se posent après 6 heures du matin. Qu'est-ce que vous faites d'un avion qui part à 6 heures du matin et qui arrive dans l'après-midi en Afrique du Sud? Il n'y a pas de décalage horaire. Si vous le repartez tout de suite d'Afrique du Sud, il va se poser à 3 heures du matin à Paris. Donc il y a des endroits où les avions sont plantés toute la journée. Il arrive le matin et il repartira que le soir pour des problèmes de décalage horaire sur la planète. Donc moi je connais 2 ou 3 terrains comme ça. Il y a Johannesburg, Rio, Bangkok. Eh bien les compagnies aériennes en profitent pour faire les révisions dans ces escales-là. Comme ça, quand l'avion arrive à Charles de Gaulle, je parle des longs courriers, hein, il reste 2 heures. Hein. Et il repart aussitôt. Il va rester 2 heures de nouveau à Pointe-à-Pitre, à Tokyo. C'est dans les 2 heures un avion long courrier. Alors on pourrait parler du moyen courrier. Alors, on disait les gens d'Air France font beaucoup moins d'heures sur moyen courrier que les gens de Ryanair, etc. Et là, il y a un problème physique également dont on faut tenir compte. Les 320 d'Air France font 6 étapes par jour, 8 parfois. Pourquoi? Parce qu'un avion d'Air France s'arrête 45 minutes. Parce qu'il faut nettoyer l'avion, il faut rembarquer des repas, etc. Ryanair, à Saint-Étienne, 20 minutes. 1 000 € de la minute d'amende à l'aéroport si en 20 minutes, les passagers ne sont pas descendus, ne sont pas remontés, des bagages déchargés et rechargés. Donc vous comprenez bien que sur une journée, les avions font plus d'heures. Il y a moins d'escales. En plus, les passagers low cost, que vous avez été, que je suis aussi, quand je paye 20 € un billet, ça m'intéresse. Ah, on décolle à 6 heures du matin. Ah ouais, bon, allez, on prend quand même ces 20 €. Et on va à Lisbonne pour 20 €. C'est vachement sympa. Mais vous ne ferez pas décoller un homme d'affaires à 6 heures du matin. Hein. Le mec qui prend Air France, il ne va pas monter. Il n'y a pas de passagers. Donc le premier vol va être à 7h, 7h30. Il ne va pas se poser à 23h non plus. Le gars qui rentre, comme tu disais, d'Amsterdam, de Berlin ou de Helsinki. Ah non, il faut arriver à des heures. Et donc ces avions des grandes compagnies aériennes se sont auto-pénalisés parce que ce n'est pas la même clientèle. Les autres sont plus rentables, c'est vrai. Et donc du coup, les équipages font moins d'heures. Donc il y a un équipage Air France qui va faire 4 étapes le matin et un autre équipage qui fait que 2 étapes. Ryanair, 4 étapes le matin, 4 étapes l'après-midi. Le même, voilà. Bien, il est 9h30. Donc éventuellement la toute dernière question. Alors je vous remercie puisque nous avons juste terminé. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous.